La première chose que Léa de Sinclair entendit, dans le sillage du premier cri de son fils nouveau-né, ne fut l'écho d'aucune félicitation. Ce fut le cliquetis feutré d'un attaché-caisse en cuir que l'on ouvrait. Encore affaibli par le travail de l'accouchement, le corps tremblant sous les draps blancs et immaculés de l'hôpital américain de Paris à Neuilly, Léa tourna lentement la tête vers le bruit. Dehors, par-delà l'immense baille vitrée, les tours de verre et d'acier du quartier de la Défense luisaient dans la grisaille du petit matin hivernal. À l'intérieur de la chambre, l'atmosphère semblait soudain plus glaciale que l'air de décembre qui frappait la vitre. Son fils reposait contre sa poitrine, né depuis à peine une heure. Mathis de Valois se tenait au pied de son lit. Il ne regardait pas le bébé. Il ne la regardait pas non plus. Au lieu de cela, sa mère, Jacqueline de Valois, s'avança, drapée dans un manteau crème sur mesure dont le prix dépassait allègrement le loyer annuel d'un Parisien moyen. Elle déposa une épaisse liasse de documents avec une délicatesse presque mondaine sur la table roulante de l'hôpital, juste à côté du verre d'eau intact de Léa et de son téléphone. « Nous pensons qu'il est préférable de régler ceci dès maintenant », déclara Jacqueline, sa voix lisse, parfaitement répétée, utilisant ce vous glacial qui marquait une rupture définitive. Léa cligna des yeux, l'esprit encore embrumé par l'épuisement. « Régler quoi ?» La mâchoire de Mathis se contracta. Il réajusta la manchette de sa chemise cachant sa Rolex, ses yeux effleurant brièvement le nourrisson avant de fuir de nouveau vers la fenêtre et les tours de la Défense. « C'est une requête en divorce », lâcha-t-il d'un ton monocorde. « Mes avocats l'ont préparé la semaine dernière. » La semaine dernière. Avant même qu'elle n'entre en salle de travail. Les mots ne la frappèrent pas d'un seul coup. Ils se déposèrent lentement, comme une neige recouvrant quelque chose de déjà brisé. Jacqueline reprit la parole, avec le même détachement que s'il s'agissait de modifier le menu d'un gala de charité. Le moment n'est pas idéal, nous vous l'accordons, mais cette situation ne l'est pas non plus. La société de Mathis sera introduite en bourse sur Euronext dans quelques semaines. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre la moindre instabilité. Instabilité. Léa baissa les yeux vers les doigts minuscules de son fils qui s'enroulaient instinctivement autour de son bracelet d'hôpital. Il pensait quel était le fardeau. Il croyait quel était le maillon faible. Ce qu'ils ignoraient, ce que personne dans cette chambre capitonnée ne savait, c'était que la femme dont ils essayaient de se débarrasser avec tant de désinvolture avait discrètement hérité des parts majoritaires d'un empire d'investissement privé capable d'engloutir l'entreprise de Mathis tout entière. Et tandis qu'une infirmière repoussait la porte de la chambre, totalement ignorante de la guerre qui venait d'être déclarée, Léa tendit lentement la main vers un stylo. Léa ne signa pas, du moins pas immédiatement. Elle se redressa légèrement contre les oreillers de l'hôpital, réprimant une grimace alors qu'une douleur irradiait dans son abdomen. Son fils s'agita doucement contre sa poitrine, inconscient que sa première heure dans ce monde s'était déjà transformée en table de négociation. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle doucement, adoptant à son tour ce vouvoiement de marbre. Mathis exhala bruyamment. « Je suis patient, Léa. Ne rendez pas cela dramatique. C'est une décision purement stratégique. » Stratégique. Le mot résonna dans la chambre stérile, couvrant presque le bip régulier du moniteur cardiaque près du lit. Jacqueline joignit les mains, la posture irréprochable, digne d'une matriarche de la noblesse française. L'entreprise de Mathis prépare son entrée sur le marché boursier européen. Les investisseurs valorisent la stabilité. Une épouse en postpartum, issue d'un milieu plus modeste, qui n'assiste ni au dîner du conseil d'administration ni au gala de la Croix-Rouge. Cela soulève inévitablement des questions. Léa cligna lentement des yeux. J'étais alitée sur ordre médical. Certes, répliqua Jacqueline avec fluidité. Mais les apparences comptent. Mathis la regarda enfin droit dans les yeux. Sans cruauté, sans même une once de colère, avec un regard de pur calcul. La famille de Nathalie soutient notre deuxième levée de fonds. Son père siège à 2 des plus grands conseils d'investissement de Paris. Cette fusion pourrait doubler notre valorisation avant l'introduction. Nathalie de Rochefort. Le nom flottait entre eux comme un parfum capiteux que Léa n'avait jamais porté. Il s'agit donc d'un simple positionnement, murmura Léa. Il s'agit de croissance, corrigea Mathis. Vous méritez un arrangement discret et généreux. Un appartement de standing sur l'île Saint-Louis, une pension mensuelle conséquente. Nous mettrons en place un fonds de placement pour le bébé. Le bébé. Il n'avait toujours pas esquissé le moindre geste pour toucher son fils.
Léa sentit quelque chose se durcir au plus profond de ses entrailles. Pas se briser, mais se solidifier, trouver sa place exacte. « Et la garde ?» demanda-t-elle. Le regard de Jacqueline vacilla imperceptiblement. « La garde principale restera attachée au nom de Valois. Bien entendu, vous bénéficierez de droits de visite. Des droits de visite pour l'enfant qu'elle avait porté durant 9 mois. L'enfant dont elle avait mémorisé le minuscule battement de cœur à chaque échographie. Vous aviez planifié cela bien avant que je ne donne naissance, constata Léa à voix basse. Mathis ne prit même pas la peine de nier. Le timing est une notion fondamentale en affaires. Le silence s'étira entre eux. Dehors, la circulation parisienne reprenait ses droits. La vie continuait. Les marchés allaient ouvrir. Les chiffres allaient danser sur les écrans des tours de verre de la Défense. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, une toute autre transaction venait de s'achever. Léa resserra doucement son étreinte autour de son fils qui laissait échapper un petit gémissement. Elle regarda Mathis, non plus comme un mari, mais comme un homme scellant un pacte qu'il croyait avoir déjà remporté. « Laissez les documents, dit-elle d'un calme absolu. Jacqueline haussa un sourcil parfait. « Vous allez signer ?» La voix de Léa ne trembla pas, « Je vais répondre. » Léa quitta l'hôpital 2 jours plus tard. Il n'y avait aucun bouquet de fleurs à la réception, aucun chauffeur de la famille de Valois pour l'escorter, aucun communiqué de presse mondain célébrant la naissance d'un héritier. Uniquement un véhicule noir aux vitres teintées qu'elle avait commandé elle-même depuis son téléphone. L'air glacé de décembre fouetta son visage lorsque l'infirmière l'aida à s'installer sur la banquette arrière. Elle serrait son nouveau-né contre elle, soigneusement emmitouflé dans une douce couverture grise fournie par la clinique. Paris exhalait son odeur d'asphalte froid et de métal, cette atmosphère si particulière des semaines précédant Noël. Mathis n'avait pas appelé. Jacqueline n'avait pas envoyé le moindre message. Les documents de divorce reposaient au fond de son sac fourre-tout en cuir, à côté d'un feuillet de recommandations médicales et d'une boîte d'analgésiques. Tandis que la voiture descendait l'avenue des Champs-Élysées, Léa regardait les vitrines parées d'or et de cristal. Les lumières de chez Cartier scintillaient. Les grandes maisons de couture exposaient leurs robes d'hiver sous une fausse neige enchanteresse. La vie semblait vernie, intouchable. À l'intérieur de l'habitacle, son monde entier venait d'être effacé. Son fils s'agita, poussant un petit soupir endormi. Léa effleura doucement sa joue du bout du doigt. « Je te tiens » murmura-t-elle. Pas une promesse faite au monde, juste à lui. Le véhicule s'immobilisa devant un appartement meublé, d'une élégance discrète, niché au cœur d'une petite cour de l'île Saint-Louis. Ce n'était pas le faste de l'avenue Foch, mais c'était silencieux, privé, sans concierge trop bavard susceptible de rapporter ses moindres faits et gestes aux chroniques mondaines. Après avoir installé le bébé dans un berceau prêté pour l'occasion, Léa s'assit à la petite table de la salle à manger. La pièce sentait encore légèrement la peinture fraîche. Elle ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts lévitèrent au-dessus du clavier pendant un long moment. Puis, elle rédigea un unique courriel. Objet, il est temps. Destinataire, Bernard de Saint-Gilles. Il n'y avait aucun paragraphe larmoyant, aucune accusation, juste 3 phrases lapidaires. Ils ont déposé une requête en divorce avant la naissance de notre fils. Ils demandent la garde exclusive. J'ai besoin d'activer la clause de contingence 17. Elle appuya sur envoyer. En quelques instants, son téléphone vibra. Bernard ne manquait jamais les communications cruciales et sa réponse fut concise, bien compris. Ne signez absolument rien. Je serai à Paris demain à la 1e heure. Léa referma lentement l'ordinateur. De l'autre côté de la Seine, les monuments de Paris semblaient veiller sous le ciel nocturne. Quelque part dans l'une de ces tours lointaines, les marchés fluctuaient à cause de familles comme la sienne. Mathis pensait avoir éliminé un passif encombrant. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclencher un mécanisme bien plus colossal que sa propre introduction en bourse. Bernard de Saint-Gilles arriva avant même que le soleil ne se lève sur la capitale. Léa entendit les légers coups frappés à la porte aux aurores, alors que la lumière pâle et hivernale se glissait à travers les fenêtres de l'île Saint-Louis. Elle n'avait presque pas fermé l'œil. Le bébé s'agitait près d'elle sur le canapé, solidement enveloppé contre sa poitrine. Bernard pénétra dans la pièce, vêtu d'un pardessus bleu marine, tenant un fin porte-document en cuir. Ses cheveux argentés étaient impeccablement peignés, sa posture empreinte d'un calme vigilant,
le même qu'il animait depuis 20 ans en tant que directeur financier de l'empire de la famille de Sinclair. Il ne perdit pas de temps en formules de politesse futiles. Je présumais qu'il passerait à l'offensive avant l'entrée en bourse, dit-il doucement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse dans une chambre de maternité. Léa esquissa un sourire fatigué, presque fantomatique. Ils ont qualifié cela de stratégique. La mâchoire de Bernard se durcit. Ils le font toujours. Il posa le porte-documents sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur reposaient des documents que la plupart des membres de l'élite parisienne ne verraient jamais de leur vie. Des accords fiduciaires, des allocations d'actions, des structures de portefeuille privés rattachées à d'obscures sociétés situées dans le triangle d'or de Paris. La clause de contingence 17, reprit Bernard. Elle a été rédigée par votre père après la tentative d'acquisition hostile des de Valois il y a 12 ans. Léa leva les yeux. Celle qui a échoué. Échoué publiquement, corrigea Bernard, mais pas en privé. Il fit glisser un document vers elle. Si un héritier direct de la dynastie de Sinclair est menacé de déstabilisation financière, d'un litige de divorce coercitif, ou d'une manipulation de garde d'enfants mettant en péril les actifs familiaux, l'autorité de contrôle peut être activée de manière anticipée. Léa sentit son pouls ralentir. Mon fonds en fiducie n'est accessible qu'à mes 32 ans. En temps normal, oui, affirma Bernard. Mais si l'héritier est visé juridiquement d'une manière qui pourrait transférer l'influence hors de la lignée sanguine, le conseil d'administration a le pouvoir de contourner cette restriction d'âge. Elle fixa les petits caractères imprimés sur le papier vélin. Mathis la croyait financièrement dépendante. Jacqueline pensait pouvoir l'intimider pour lui extorquer une signature. Aucun des deux ne savait que le nom de Valois avait jadis tenté, et lamentablement échoué, d'absorber l'empire de Sinclair durant un effondrement discret du marché il y a des années. Bernard croisa les mains. Il ne réalise pas qui vous êtes car vous avez délibérément choisi l'anonymat. C'était votre droit le plus strict. Léa baissa les yeux vers son fils, dont les petits doigts se recroquevillaient par réflexe. Que se passera-t-il si nous l'activons, demanda-t-elle. La voix de Bernard était d'une immutabilité absolue. L'empire de Sinclair sortira de l'ombre. Il marqua une pause. Et une fois que nous sommes visibles, Léa, nous ne nous défendons pas. Nous faisons l'acquisition de nos ennemis. 3 soirs plus tard, Mathis de Valois se tenait sous les projecteurs éblouissants d'un grand plateau télévisé de BFM Business, rajustant ses boutons de manchette pendant qu'un assistant de production accrochait un micro-cravate à son revers. Derrière lui, un immense écran numérique affichait le logo de Valois FinTech aux côtés d'un bandeau défilant du CAC 40. Son costume marine tombait à la perfection. Le cadran de sa Rolex accrochait la lumière à chacun de ses gestes. Il semblait maître de lui, victorieux. De Valois FinTech est idéalement positionné pour bouleverser les modèles bancaires traditionnels, expliquait-il au présentateur avec une assurance polie. Nous apportons la stabilité et l'innovation dans un marché profondément volatile. Stabilité. Le mot semblait presque avoir été appris par cœur. À l'autre bout de la ville, au restaurant L'Ambroisie, sur la place des Vosges, obtenir une table à la dernière minute relevait de l'impossible. Mais Nathalie de Rochefort n'avait jamais connu ce genre d'obstacle. Elle était assise face à Mathis un peu plus tard dans la soirée, le décor somptueux de la salle se reflétant derrière elle comme une toile de maître savamment orchestrée. « À nous », dit-elle d'un ton léger en levant sa flûte de champagne millésimée, et à une valorisation qui reflète enfin votre incommensurable ambition. Mathis sourit, faisant teinter son verre contre le sien. Le père de Nathalie s'était déjà engagé sur un bloc d'investissement colossal, subordonné aux performances de l'introduction en bourse. Cette alliance n'avait rien de romantique au sens traditionnel. Elle était stratégique, mutuellement profitable, vernie. Exactement le genre de partenariat que Jacqueline de Valois approuvait sans réserve. Léa a-t-elle signé, s'enquit Nathalie d'un ton faussement désinvolte, en découpant son plat. Pas encore, répondit Mathis, bien que son ton suggéra l'inéluctabilité de la chose. Elle ne dispose d'aucun levier pour s'opposer à cela. Nathalie l'étudia pendant une seconde. Les femmes qui n'ont rien sont généralement celles qui se battent avec le plus de férocité. Mathis balaya la remarque d'un léger haussement d'épaule. Elle acceptera l'accord. Un bel appartement, une rente mensuelle. C'est plus que généreux. L'horizon de Paris se reflétait dans les vitres autour d'eux. Des tours de verre. Des bureaux scintillants. Une richesse silencieuse transitant avec fluidité à travers des comptes privés et des holdings.
Matisse était persuadé de comprendre la nature du pouvoir. Il croyait que le pouvoir signifiait la visibilité. Les interviews dans la presse. Les comptes à rebours avant la cloche de la bourse, les mariages de convenance. Mais ce qu'il ignorait, c'était que 18% de ses actions pré-introduction avaient été discrètement siphonnées et transférées dans les mains d'une entité privée 2 jours plus tôt. Le groupe de Sinclair. L'achat avait été exécuté via des filiales imbriquées, passant par le Luxembourg et Zurich. Aucun gros titre, aucune alerte, juste une simple ligne sur un tableur qui n'avait pas encore atteint son bureau. Alors que Matisse finissait son champagne, conforté par sa trajectoire ascendante, Léa était assise dans son refuge parisien, berçant doucement son fils. Elle ne célébrait rien. Elle calculait. Christophe Beaumont ne ressemblait en rien à ces avocats flamboyants qui défiaient les dynasties parisiennes. Lorsqu'il franchit le seuil de l'appartement de Léa, il portait une serviette en cuir patinée par le temps et un manteau d'hiver qui avait connu de meilleures saisons. Aucune montre ostentatoire, aucun vernis des beaux quartiers, seulement un regard acéré et une concentration silencieuse. Il s'immobilisa lorsqu'il aperçut le bébé endormi dans le couffin près de la fenêtre donnant sur les toits de Paris. « Vous avez l'air épuisé », murmura-t-elle avec douceur. « Je viens d'accoucher et de me faire signifier mon divorce dans la même heure », répondit Léa d'un ton égal. « Épuisé me semble être le terme adéquat. » Christophe s'autorisa un léger sourire. Il avait obtenu son diplôme de droit à Assas en étant major de sa promotion. 10 ans plus tôt, il avait failli abandonner ses études en 2e année à cause de l'accumulation des frais médicaux de son père. Une bourse privée lui avait été octroyée de manière anonyme. Elle couvrait absolument tout. Il avait découvert bien plus tard, via une unique et discrète lettre, que la bienfaitrice n'était autre que Léa de Sinclair. Elle n'en avait jamais fait mention. Quand Bernard l'avait contacté 2 nuits auparavant, Christophe n'avait pas hésité une seconde. Il demande la garde exclusive, déclara maintenant Christophe, en disposant les dossiers sur la petite table de la salle à manger près du MacBook de Léa. Toute leur argumentation repose sur votre prétendue instabilité financière. Léa acquiesça lentement. Ce qui, techniquement, est le cas pour l'instant, corrigea Christophe. Il ouvrit la chemise cartonnée. J'ai examiné leur requête. Ils vous dépeignent comme émotionnellement fragile, récemment sans emploi, totalement dépendante. Ils utilisent le récit de leur entrée en bourse pour présenter Matisse comme le pourvoyeur stable et inébranlable. Léa fixa les documents. Des expressions telles que dans l'intérêt supérieur de l'enfant et continuité financière étaient soulignées en gras. Christophe se recula légèrement. Ils ont commis une seule erreur. Léa leva les yeux. Ils ont présumé que vous réagiriez de manière émotionnelle. Une brise légère agita les voilages près de la fenêtre. Au loin, le quartier de la Défense brillait sous le soleil d'hiver, froid et géométrique. Je ne réagis pas, dit Léa d'une voix sourde. Je le sais. Christophe fit glisser un autre document dans sa direction. Requête reconventionnelle provisoire. Nous ne dévoilons pas encore l'empire de Sinclair. Nous plaidons l'abus de procédure et le timing coercitif, le fait de vous avoir signifié les papiers du divorce quelques heures seulement après l'accouchement. Les yeux de Léa se durcirent. Il voulait le contrôle absolu. Christophe acquiesça. Alors, faisons en sorte que cela se retourne contre eux. Exigeons qu'ils rendent des comptes. Dehors, les téléscripteurs du marché s'animaient. Les investisseurs rafraîchissaient leurs terminaux Bloomberg. Quelque part dans une tour de verre, Matisse finalisait une ultime interview avant la cloche. Il croyait fermement que le champ de bataille était le domaine public. Il n'avait pas compris que la guerre s'était déjà déplacée dans le secret des tribunaux et des conseils d'administration. Et cette fois, Léa n'était plus seule. Le matin de l'introduction en bourse arriva avec son cortège de caméras. Matisse se tenait sur l'estrade du palais Brongniart, l'immense écran incurvé au-dessus de lui projetant des VF en lettres blanches éclatantes sur un fond bleu électrique. Les journalistes se pressaient en contrebas. Les flashs crépitaient par vagues rythmiques. Il sonna la cloche d'ouverture avec une assurance millimétrée. Un tonnerre d'applaudissements suivit. Nathalie se tenait en retrait, moulée dans un tailleur ivoire d'une coupe parfaite, offrant un sourire de circonstance au correspondant financier. Jacqueline observait la scène depuis un salon privé, rédigeant déjà mentalement le prochain communiqué de presse laudatif. De Valois FinTech ouvrit en force, en hausse de 12% dès la première heure. Matisse enchaînait les interviews, assis dans une salle de conférence aux cloisons de verre surplombant l'agitation parisienne.
Il discourait sur la réforme de la banque numérique, la confiance des consommateurs, l'architecture évolutive de ces systèmes. Il parlait avec ferveur de stabilité. Peu avant midi, la première alerte surgit sur un canal de communication interne. Échange de blocs massifs exécutés. 18% de mouvements institutionnels. Le directeur financier de Mathys fronça les sourcils devant sa tablette. C'est inhabituel. Une volatilité normale pour un jour d'introduction, répliqua Mathys avec désinvolture, ajustant le nœud de sa cravate. Mais l'entité acheteuse n'avait rien à voir avec l'enthousiasme du marché de détail. L'opération était coordonnée, chirurgicale, acheminée à travers une structure holding que très peu de gens sauraient identifier. À midi passé de quelques minutes, une nouvelle alerte retentit. Éligibilité à un siège au conseil d'administration déclenché. Mathys leva enfin les yeux. Quel siège au conseil, demanda-t-il d'un ton sec. Le directeur financier déglutit avec difficulté. Quiconque détient plus de 15% des parts est qualifié pour obtenir des droits de vote de surveillance en urgence. Le sourire de Nathalie se figea légèrement alors qu'elle rafraîchissait l'écran de son téléphone. En début d'après-midi, les blogs financiers commençaient déjà à spéculer frénétiquement. Qui se cachait derrière cette consolidation institutionnelle? Pourquoi le nom du groupe de Sinclair apparaissait-il en tant que bénéficiaire effectif? Mathys se figea. De Sinclair, répéta-t-il. Ce nom résonnait comme un vague écho, enfoui quelque part dans de vieilles histoires de tentatives d'acquisitions avortées que sa mère avait mentionnées autrefois. L'action, autrefois en hausse de 12%, commença sa chute vertigineuse, -8, -14. Les marchés détestaient l'incertitude par-dessus tout. Le téléphone de Mathys se mit à vibrer sans discontinuer. Le ton des journalistes changea du tout au tout, la présentatrice de la chaîne d'information financière exigeant des clarifications immédiates sur les implications de gouvernance inattendues. Jacqueline fit irruption dans la pièce, son sang-froid mis à rude épreuve. C'est temporaire, dit-elle d'un ton précipité. Nous allons contenir cela. Mais Mathys ne l'écoutait plus. De l'autre côté de la capitale, Léa était assise en silence dans son appartement, son fils paisiblement endormi contre son épaule. Le message de Bernard s'afficha sur son téléphone. Seuil de vote sécurisé. Ils ne peuvent plus nous évincer. Léa contemplait l'horizon parisien, inébranlable et sereine. Mathys pensait que le pouvoir consistait à parader sur une estrade. Il n'avait rien compris. Le véritable pouvoir ne sonne jamais la cloche. Le lendemain matin, les gros titres de la presse économique avaient viré de la célébration à l'investigation pure et simple. Qui est le groupe de Sinclair? Un mystérieux acheteur institutionnel s'empare d'un levier décisionnel lors de l'introduction en bourse des Valois. Onde de choc dans la gouvernance après l'euphorie de l'ouverture. Mathys n'avait pas dormi. Il se tenait dans son bureau aux parois de verre surplombant l'avenue, fixant un terminal Bloomberg où des chiffres rouges s'en clignotaient sans répit. L'action s'était stabilisée pendant la nuit, mais de justesse. Les investisseurs étaient fébriles. Les analystes tournaient autour comme des charognards. Organisez un appel avec la direction de Sinclair, aboya-t-il à son assistante. Immédiatement. Ils ont refusé de faire le moindre commentaire, répondit-elle d'une voix craintive. Nathalie était assise sur le canapé en cuir près de la fenêtre, faisant défiler l'actualité sur son téléphone. L'expression de son visage avait changé du tout au cours de la nuit. L'admiration avait cédé la place à une évaluation froide. Vous ne m'aviez jamais parlé d'une exposition préalable au de Sinclair, constata-t-elle avec une froideur assassine. Il n'y en avait aucune, s'obstina Mathys. Pas de manière directe en tout cas. Dans un autre quartier de Paris, Bernard de Saint-Gilles pénétra dans une salle de conférence confinée au sein du siège social de l'Empire de Sinclair. L'immeuble n'arborait aucun logo clinquant, aucune bannière ostentatoire, aucune caméra de télévision. Juste une richesse abyssale et silencieuse. Il se connecta à la session d'urgence du conseil d'administration de Valois FinTech. Le visage de Mathys apparut à l'écran, la tension affleurant sous son vernis de maîtrise de soi. Le groupe de Sinclair contrôle désormais 18% de nos actions en circulation, commença le directeur financier. En vertu des règles de gouvernance, ils sont qualifiés pour participer à la surveillance des opérations. Mathys se pencha en avant, menaçant. Sur quelle base cette acquisition a-t-elle été exécutée, monsieur? La voix de Bernard résonna, stable et dépourvue de toute précipitation. Une pure opportunité de marché.
Un silence de plomb s'abattit sur le conseil d'administration. Le groupe de Sinclair est une entité institutionnelle privée axée sur des intérêts d'investissement à très long terme, poursuivit Bernard. Nous privilégions les sociétés dotées d'un leadership éthique solide et d'une gouvernance familiale pérenne. Les mots étaient d'une précision chirurgicale, impitoyable. La mâchoire de Mathis se crispa violemment. Êtes-vous en train de menacer de peser sur le contrôle de mon entreprise? Bernard ménagea une pause, juste assez longue pour marquer les esprits. Nous protégeons simplement notre investissement. À l'autre bout de Paris, Léa regardait en sourdine la rediffusion des reportages financiers tout en berçant délicatement son enfant. Son téléphone bourdonnait de notifications. Des mises à jour juridiques de Christophe, des messages lapidaires de Bernard sur l'avancée des opérations. Mathis croyait que l'omniprésence médiatique lui conférait un pouvoir de négociation. Il persistait dans son aveuglement. Le groupe de Sinclair ne cherchait pas la lumière des projecteurs. Il dictait l'issue des événements. Et pour la première fois depuis la remise de ces funestes documents de divorce dans une chambre d'hôpital, le nom de Valois n'était plus la force la plus puissante de la capitale. La chute de l'action s'était enrayée, mais pas le tumulte médiatique. Léa coupa le son du téléviseur alors qu'un énième analyste financier conjecturait sur l'instabilité du conseil d'administration et les luttes de pouvoir en coulisses. L'appartement lui semblait plus exigu ce soir-là, empreint d'une pesanteur indéfinissable, comme si le poids du jugement de tout Paris avait franchi le seuil de sa porte. Son fils dormait dans le couffin près du canapé, l'une de ses minuscules mains reposant près de son visage. Sa respiration était un murmure doux et régulier, à des années-lumière des courbes boursières, des requêtes de garde et des manigances corporatistes. Léa n'avait pas versé une seule larme à l'hôpital. Elle n'avait pas pleuré lorsqu'elle avait quitté l'hôtel particulier des de Valois, mais maintenant, seule sous la lumière blafarde de la cuisine, un épuisement tenace s'infiltrait jusque dans ses os. Son corps gardait les meurtrissures de l'enfantement. Les points de suture tiraillaient desquels se levait avec trop de précipitation. Ses analgésiques reposaient, ignorés, sur le comptoir à côté d'un café commandé plus tôt, simple prétexte pour ressentir un semblant de normalité l'espace de 5 minutes. Son téléphone vibra à nouveau. Une autre notification légale de Christophe. Les avocats des de Valois réclamaient une audience en urgence pour la garde, prétextant la volatilité des marchés et l'exposition réputationnelle. L'exposition réputationnelle. Comme si elle incarnait le scandale à elle seule. Léa s'empara de sa liseuse électronique sur la table basse. Elle y avait téléchargé un ouvrage sur les habitudes de vie des mois auparavant, sans jamais le terminer. Elle l'ouvrit au hasard, ses yeux s'arrêtant sur une phrase décrivant comment de petites actions répétées forgent une identité. Elle relut la phrase. Puis elle posa son regard sur son fils. Il me croit instable, chuchota T.L. dans le silence de la pièce. Il me croit isolé. Sa voix était ferme, mais ses mains, elles, tremblaient légèrement. L'espace d'une seconde d'une fragilité profondément humaine, elle s'imagina signer ses papiers, accepter le bel appartement parisien, laisser Mathis savourer son triomphe, et élever son enfant dans l'ombre, loin du tumulte de la défense. Fini les conseils d'administration, fini les luttes de pouvoir, juste la quiétude. Son téléphone vibra encore. Cette fois, un message de Bernard. Part supplémentaire sécurisée. 21% au total. Ils ne peuvent plus obtenir la majorité contre nous. Léa ferma les yeux. La paix ne devait pas être confondue avec la capitulation. Elle se leva avec précaution, s'approcha de la fenêtre et contempla le quartier d'affaires qui scintillait au loin. De loin, ces tours d'acier semblaient placides, presque majestueuses. Mais elle savait pertinemment quelle bête féroce y rôdait. Mathis pensait que la pression finirait par la briser. Il manquait d'un discernement essentiel. Elle ne se battait pas pour une capitalisation boursière. Elle se battait pour l'honneur de son fils, et cela la rendait fondamentalement impossible à intimider. Léa n'avait pas franchi le seuil du siège du groupe de Sinclair depuis plus de 3 ans. L'édifice, situé sur une avenue prestigieuse du 8e arrondissement, n'affichait aucun logo ostentatoire, aucune lettre d'or s'étalant sur les façades, seulement une discrète plaque en laiton près de l'entrée et un hall habillé d'un marbre sombre et silencieux. C'était la quintessence d'une richesse qui n'éprouve aucun besoin de se faire remarquer. Bernard l'accueillit à la sortie de l'ascenseur. « Vous n'êtes pas obligé de vous éterniser », lui glissa-t-il avec bienveillance en jetant un regard au porte-bébé qu'elle tenait. « Je ne viens pas pour m'éterniser », répondit Léa avec un calme souverain. « Je viens officialiser les choses.
Elle portait un simple manteau noir aux lignes épurées. Aucune entrée théâtrale, pas de nuée de photographes guettant son arrivée. La presse française ignorait toujours son véritable visage. Cela était sur le point de changer. À l'intérieur de la salle du Conseil, privatisée au 32e étage, d'immenses baies vitrées encadraient la majesté de Paris sous une lumière d'hiver blafarde. Autour de la longue table en noyer massif étaient assis 6 membres du Conseil, des hommes et des femmes qui avaient œuvré aux côtés de son défunt père pendant des décennies. Ils se levèrent comme un seul homme à son entrée, non par simple courtoisie protocolaire, mais en signe de reconnaissance absolue. Bernard déposa une fine chemise cartonnée devant son siège. À côté, reposait un stylomane blank, celui de son père. Elle ne l'avait pas effleuré depuis le jour de ses funérailles. La clause de contingence 17 a été formellement activée, déclara solennellement Bernard à l'Assemblée. Les restrictions liées à la fiducie sont temporairement levées en vertu de notre autorité protectrice. Léa de Sinclair détient désormais le contrôle exécutif absolu des votes. Il n'y eut pas d'applaudissements, juste un silence chargé d'une compréhension lourde de conséquences. Léa s'assit avec une lenteur calculée. Ailleurs dans Paris, Matisse enchaînait encore les réunions de crise, se démenant pour colmater les brèches de la confiance de ses investisseurs. Il persistait à croire que le groupe de Sinclair manœuvrait comme une entité hostile venue de l'extérieur. Il ignorait toujours l'identité de son véritable bourreau. Bernard se tourna vers elle. Au vu de notre accumulation actuelle d'actions, nous sommes en droit d'exiger une révision immédiate de la gouvernance au sein de Valois FinTech. Vous êtes éligible pour siéger au comité de surveillance. Le poids de l'instant se matérialisa. Léa repensa à la chambre d'hôpital. Au document de divorce jeté comme une aumône. Au mot instabilité. Elle saisit le stylomane blank. L'espace d'une fraction de seconde, sa main resta suspendue en l'air. Puis, elle apposa sa signature sur le formulaire d'autorisation. Le panorama de Paris au dehors demeura impassible, inchangé. Mais dans l'enceinte de cette salle du Conseil surplombant la capitale, le pouvoir venait officiellement de changer de camp. Matisse avait cru l'effacer de son avenir. Sans le savoir, il venait de l'inscrire en lettres de feu à l'ordre du jour de son propre conseil d'administration. L'assistante de Matisse frappa 2 coups secs à la porte avant de faire irruption. « Vous venez de recevoir une notification d'urgence concernant la gouvernance », annonça-t-elle prudemment, posant un document imprimé sur son bureau de verre. Matisse daigna à peine lever la tête. Il était en pleine conférence téléphonique avec 2 investisseurs institutionnels de premier plan, s'évertuant à les convaincre que les turbulences n'étaient qu'éphémères. « Transmettez-le au service juridique », grommela-t-il. « Le service juridique l'a déjà validé », rétorqua-t-elle avec insistance. « Ils affirment que vous devez le lire. » Immédiatement. Cela eut le mérite de capter son attention. Il mit un terme abrupt à son appel et saisit la feuille. Le groupe de Sinclair exige formellement une participation au comité de surveillance en vertu des droits de gouvernance de la section 4.3, avec effet immédiat. Matisse sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Planifiez un appel de réponse, ordonna-t-il sèchement. Je veux savoir exactement qui tire les ficelles de ce cirque. La visioconférence débuta 1 heure plus tard. Les membres du conseil d'administration des Valois s'étaient connectés depuis divers points névralgiques de Paris. L'écran du groupe de Sinclair s'activa enfin. Bernard de Saint-Gilles apparut le premier. Matisse se cala au fond de son fauteuil, son visage lui revenant enfin en mémoire, associé à de vieilles rancœurs boursières. Monsieur de Saint-Gilles, amorça Matisse d'une voix maîtrisée. Nous sommes bien entendu ouverts à la collaboration, mais une acquisition aussi agressive, menée sans la moindre transparence, génère de l'instabilité. Bernard ne sourcilla pas, nos divulgations ont été faites dans le plus strict respect des exigences réglementaires de l'AMF. La mâchoire de Matisse se crispa de nouveau. Alors, qui détient l'autorité exécutive au sein de votre groupe? Il y eut un silence flottant, puis le champ de la caméra bascula. Léa apparut à l'écran. Pas recluse dans un lit d'hôpital. Pas exilée dans un modeste appartement. Mais trônant en bout de table d'une salle de conférence en noyer, avec la majesté des toits de Paris se déployant derrière elle. Elle portait un simple blazer bleu marine. Aucun bijou ostentatoire, aucune théâtralité, seulement une assurance impériale. Matisse se figea instantanément. L'espace d'une seconde, il parut authentiquement égaré. Léa, balbutia-t-il, sa voix se serrant dans sa gorge.
Que signifie cette mascarade? Elle soutint son regard avec une placidité déconcertante. Ceci est la définition même de la gouvernance. Les membres du conseil d'administration s'agitèrent sur leur siège, mal à l'aise. Vous affirmiez exiger de la stabilité, poursuivit-elle de sa voix claire. Le groupe de Sinclair investit exclusivement dans des entités démontrant un leadership éthique irréprochable. C'est pourquoi j'examinerai personnellement les futures décisions exécutives de l'entreprise de Valois. Nathalie, qui observait l'échange depuis le canapé du bureau de Mathis, se leva d'un bond. Vous ne m'aviez jamais dit quelle était. Mathis la réduisit au silence d'un simple regard noir. Vous menacez mon entreprise par pure mesquinerie, fulmina-t-il à l'adresse de l'écran. L'expression de Léa demeura de marbre. Non, répondit-elle doucement. Je protège mon investissement. Les mots s'enfoncèrent comme la lame d'un scalpel. Mathis comprit enfin. La femme qu'il avait balayée d'un revers de main comme un vulgaire handicap détenait à présent le pouvoir de vie ou de mort sur son introduction en bourse. Il avait cru que le divorce l'extirperait de l'équation. En réalité, il lui avait ouvert en grand les portes de sa propre salle de commandement. Et cette fois, elle n'allait demander l'autorisation de personne. L'audience pour la garde de l'enfant avait été fixée plus tôt que quiconque ne l'avait anticipé. Jacqueline avait fait pression pour accélérer la procédure, arguant que l'instabilité au sommet de l'entreprise pourrait compromettre l'environnement à long terme de l'enfant. L'équipe d'avocats de Mathis arriva en avance au palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, vêtus de costumes gris impeccablement coupés, serrant contre eux de lourds dossiers en cuir repoussé. Ils exhalaient la confiance de ceux qui se croient invincibles. Ils présumaient que le rapport de force leur était toujours favorable. Léa fit son entrée par un couloir latéral, dans un silence de cathédrale, escortée par Christophe Beaumont. Elle portait un manteau anthracite aux lignes strictes, sa prestance ne trahissant en rien l'épuisement qui creusait de fines ombres sous ses yeux. Son fils avait été confié à une infirmière pédiatrique agréée, une situation documentée, validée et inattaquable. Christophe se pencha vers elle avant qu'il ne pénètre dans l'arène judiciaire. Ils vont plaider l'incohérence financière, lui souffla-t-il. Laissez-les faire. La juge aux affaires familiales, une femme à l'aube de la soixantaine au regard pénétrant, avait examiné les requêtes initiales. L'avocat de Mathis ouvrit les hostilités. Madame la juge. Monsieur de Valois est le dirigeant stable et respecté d'une entreprise désormais cotée en bourse. Les récents événements sur les marchés ont généré un climat d'incertitude directement imputable aux agissements de madame. Nous sommes intimement convaincus qu'une garde principale accordée au père est l'unique garantie d'une continuité sereine. La continuité. Léa écoutait sans qu'un muscle de son visage ne tressaille. Christophe se leva à son tour. Madame la juge, le moment choisi pour déposer cette requête en divorce, soit dans leur ayant suivi un accouchement éprouvant, dénote une intention de coercition manifeste. Par ailleurs, de nouvelles divulgations financières viennent altérer de manière substantielle cette fumeuse théorie de l'instabilité. Il tendit un dossier scellé au greffier. La juge l'ouvrit avec circonspection. À l'intérieur se trouvaient des documents certifiés par huissier. L'autorisation exécutive du groupe de Sinclair, la confirmation du contrôle absolu des votes, et les relevés de liquidité des actifs débloqués par la clause 17. Le tribunal plongea dans un silence abyssal. Mathis se crispa sur sa chaise. Les doigts de Jacqueline se resserrèrent à s'en blanchir les jointures sur l'anse de son sac à main. La juge leva les yeux, scrutant la salle. Madame de Sinclair, prononça-t-elle distinctement, utilisant le nom de jeune fille de Léa. Vous êtes l'autorité exécutive décisionnaire du groupe de Sinclair. C'est exact, Madame la juge. Et cette entité possède un levier de contrôle direct sur la gouvernance de Valois FinTech. C'est également exact. L'avocat de Mathis tenta une brève interruption, vite étouffée. La juge leva la main pour imposer le silence. Ainsi, l'argumentaire selon lequel vous souffririez d'une quelconque précarité financière s'avère non seulement inexact. Christophe s'empara de la brèche avec une clarté redoutable. Pas seulement inexact, Madame la juge. Totalement inversé. Un léger frisson parcourut l'audience. Mathis prit la parole pour la première fois, la voix étranglée par la tension.
Vous utilisez une pression corporatiste scandaleuse pour manipuler une décision de garde d'enfant. Léa rencontra son regard, d'un calme souverain. Je n'utilise que la transparence. La juge referma brutalement le dossier. La garde provisoire exclusive est maintenue au bénéfice de la mère, statua-t-elle d'un ton sans appel. Une évaluation approfondie suivra. Mathis s'était préparé à écraser son adversaire. À la place, les fondations mêmes de sa défense venaient d'être réduites en poussière en moins de 10 minutes. Pour la première fois depuis cette sinistre chambre d'hôpital, le nom des Valois ne dictait plus le cours de l'histoire, et le palais de justice tout entier venait d'en être le témoin privilégié. Jacqueline de Valois n'avait jamais connu l'humiliation d'une défaite publique. Ni dans le monde féroce des affaires, ni dans les cercles philanthropiques, ni lors des âpres négociations familiales menées derrière de lourdes portes en noyer. Mais alors qu'elle descendait les marches du palais de justice, l'air de Paris lui parut soudain raréfié. Les journalistes n'avaient pas été admis à l'audience. Mais les blogueurs financiers, eux, spéculaient déjà à une vitesse folle. Une simple ligne de l'audience avait fuité. Autorité exécutive de Sinclair confirmée. C'était amplement suffisant. Dans l'hôtel particulier des De Valois, sur l'avenue Foch, un silence de mort s'était abattu sur les hauts plafonds et les toiles de maître. Jacqueline se tenait près de l'immense cheminée de marbre, son téléphone pressé contre son oreille à s'en faire mal. Comment a-t-on pu passer à côté de cela, fustigea-t-elle. Comment personne n'a-t-il repéré son véritable nom? À l'autre bout de la ligne, un enquêteur privé lui répondait avec la plus grande prudence. Madame de Sinclair n'a jamais fait usage de son patronyme familial dans la sphère publique. L'intégralité de ses dossiers universitaires, de ses contrats de travail, et même de ses donations caritatives était dissimulée sous les filiales de la fiducie de Sinclair. Jacqueline abaissa lentement son téléphone. Léa ne les avait jamais dupés. Elle avait simplement refusé de se pavaner. À l'autre bout de la ville, Mathis faisait les 100 pas dans son vaste bureau, la cravate défaite, les manches de sa chemise retroussées avec négligence. Nathalie se tenait près de la baie vitrée, les bras croisés, le visage fermé. Vous avez épousé l'héritière d'un empire de l'ombre sans même vous en apercevoir, cingla-t-elle, son ton s'étant délesté de toute trace d'affection. Mathis lui lança un regard noir. Personne n'en avait la moindre idée. Nathalie laissa échapper un rire bref et glaçant. C'est encore plus pathétique. Son téléphone se mit à vibrer de nouveau. Une énième requête d'analyste. Une énième question embarrassante du conseil d'administration. Le groupe de Sinclair avait formellement exigé un audit interne de gouvernance portant sur les décisions exécutives prises au sein de Valois FinTech durant la période préparatoire à l'introduction en bourse. Audit. Ce seul mot se propageait avec une célérité supérieure à n'importe quelle fluctuation boursière. Jacqueline fit son entrée dans le bureau quelques minutes plus tard, sa façade mondaine minutieusement reconstruite. Nous devons limiter les dégâts sur le champ, ordonna-t-elle avec une autorité martiale. Si le groupe de Sinclair réclame une révision de l'exécutif, nous rassemblerons les voix de nos alliés au Conseil. Mathis hésita, les traits tirés. Ils détiennent 21%, lui rappela-t-il sourdement. Et nous possédons la réputation, rétorqua Jacqueline. Mais ce vernis de réputation commençait déjà à se fendiller de toutes parts. Un investisseur de la première heure venait d'envoyer un courriel faisant part de ses vives inquiétudes quant à l'éthique de la direction. Un partenaire Capital Risque réclamait un entretien à huis clos. Les débuts flamboyants sur Euronext, qui devait graver la dynastie des De Valois dans le marbre, paraissaient soudain d'une extrême fragilité. Pour la toute première fois de son existence, Mathis éprouva un sentiment inédit. Ce n'était ni de la rage, ni de la défensive. C'était de la vulnérabilité. Il avait cru, dans son arrogance aveugle, que le divorce amputerait Léa de son avenir. Mais c'était elle qui avait fait irruption dans son univers, non plus en tant qu'ex-épouse soumise, mais avec le pouvoir régalien de surveillance. Et quelque part entre le coup de marteau du tribunal et l'avis d'audit, l'édifice inébranlable des De Valois avait commencé à se fissurer de l'intérieur. La seconde audience devait n'être qu'une formalité procédurale, une banale clarification, mise à jour des divulgations financières, structuration méticuleuse des droits de visite.
Mathis fit son apparition avec une contenance irréprochable, sanglé dans un costume sombre, arborant le masque d'un homme résolu à reprendre le contrôle de son destin. Jacqueline trônait à ses côtés, la posture immaculée, sa confiance soigneusement raccommodée. Léa entra, toujours escortée de Christophe, l'allure paisible mais aux aguets. Ses nuits étaient brèves. Son fils, âgé de 6 semaines désormais, gagnait en vigueur de jour en jour. Et elle aussi. L'avocat de Mathis ouvrit les débats avec une agressivité renouvelée. Madame la juge, s'il est avéré que Madame dispose d'assises financières confortables, ses agissements récents trahissent un conflit d'intérêts des plus flagrants. Elle instrumentalisait son poids corporatiste dans le dessein de ruiner la crédibilité professionnelle de Monsieur de Valois. Cette déstabilisation perfide nuit irrémédiablement à l'enfant. La tirade était plus habile cette fois, plus incisive. Christophe patienta jusqu'à la dernière syllabe avant d'intervenir. Madame la juge, commença-t-il d'une voix sans aspérité. Nous souhaitons verser au dossier des pièces complémentaires recueillies au cours de la procédure d'audit de gouvernance. Il confia une enveloppe scellée aux mains du greffier. Mathis plissa le front. De quelles pièces parlez-vous, murmura-t-il, tendu. Christophe l'ignora superbement. Il attendit que la magistrate décachette le pli. Il contenait des impressions de courriels internes extraits du serveur de la direction de Valois FinTech, exhumés par les limiers du groupe de Sinclair. La juge en parcourut la lecture dans un silence lourd et interminable. Puis, elle releva lentement la tête. Monsieur de Valois, articula-t-elle en détachant chaque syllabe. Êtes-vous l'auteur de ces écrits? Le visage de Mathis se vida instantanément de tout son sang. L'un des courriels, daté de 3 semaines avant l'accouchement de Léa, stipulait sans la moindre ambiguïté, si la procédure de divorce est enclenchée en amont de l'introduction en bourse, la séparation des actifs clarifiera notre image. La garde devra échoir de plein droit au nom de Valois afin de prévenir tout risque de dilution. L'espace de la salle d'audience parut soudain se rétrécir, devenir suffocant. Mathis se tordit sur son banc. Il s'agit là d'un jargon stratégique grossièrement sorti de son contexte. La juge l'ignora et lut à voix haute un autre extrait. Le facteur émotionnel de la période postpartum accroîtra considérablement les probabilités de soumission. Jacqueline aspira bruyamment l'air. Léa, quant à elle, ne laissa transparaître aucune émotion sur ses traits. Mais en son fort intérieur, quelque chose s'était ancré de manière irrévocable. Il ne s'agissait plus d'incompatibilité d'humeur. Ce n'était même plus de la trahison. C'était du calcul froid, d'une brutalité assumée. La voix de Christophe retentit, implacable. Madame la juge, ces éléments démontrent une manipulation préméditée, cyniquement indexée sur la date de l'accouchement de ma cliente. La juge referma le dossier d'un geste sec. La garde exclusive temporaire est maintenue au bénéfice de la mère, trancha-t-elle avec une autorité absolue. Un examen ultérieur statuera sur l'intégrité morale du père. Mathis avait cru pouvoir brandir l'argument de l'instabilité pour l'écraser. Au lieu de cela, c'étaient ses propres turpitudes qui s'étalaient au grand jour. Sur le parvis du tribunal, une nuée de journalistes faisait le guet. Pour la première fois dans cette affaire, l'attention se détournait du seul prisme financier pour s'attaquer à la probité des protagonistes. Et la moralité de Mathis venait d'être officiellement inscrite aux archives judiciaires. La salle d'audience résonnait d'un calme pesant ce jour-là. Nulle électricité dans l'air, nul coup d'éclat théâtral, seulement une attente vigilante. Léa était assise au banc de la partie civile, le dos droit, les mains croisées avec détachement devant elle. Christophe épluchait ses notes à ses côtés, dans un mutisme partagé. Les mots étaient superflus. Mathis semblait étrangement altéré, comme amputé de sa superbe habituelle. Le scandale des courriels internes s'était propagé dans la presse économique telle une traînée de poudre. La chaîne financière avait considérablement durci son ton, et les experts maniaient désormais sans retenue des termes comme « crise de gouvernance » et « déficit de leadership ». La réputation était un édifice de cristal, et Mathis en éprouvait douloureusement les premières fissures. La juge avait exigé une actualisation du rapport d'évaluation des interactions parentales, diligenté par un expert désigné par le tribunal.
Le compte-rendu se voulait d'une neutralité chirurgicale, recommandation d'agenda structuré, préconisation de visites transitoires sous surveillance, familiarisation graduelle. Pas de réquisitoire accablant, seulement des faits objectifs. L'expert avait néanmoins consigné un détail qui n'était pas passé inaperçu. Madame la juge, lors de la session d'observation, le nourrisson a manifesté une reconnaissance physique instantanée de la présence maternelle. La respiration s'est apaisée, le contact visuel s'est maintenu, ponctué de gazouillis réactifs. Les interactions avec le père, bien qu'adéquates, se sont révélées brèves et distantes. Mathis remua nerveusement sur son siège. Léa demeurait impassible. La magistrate opina du chef avec lenteur. Nous ne sommes pas réunis pour évaluer une stratégie d'entreprise. Nous évaluons le lien d'attachement filial. Ce mot resta suspendu dans l'atmosphère confinée de la salle. Attachement. Christophe prit la parole, avec une douceur inhabituelle. Madame la juge, ma cliente a prouvé sa constance dans son rôle de figure maternelle primordiale depuis le tout premier jour. Le moment sciemment choisi pour imposer cette requête en divorce a provoqué un traumatisme émotionnel gratuit lors d'une période de grande vulnérabilité médicale. L'avocat de Mathis tenta vainement de recadrer le débat. C'est alors qu'un événement infime se produisit. Le fils de Léa, installé dans son siège auto à côté d'elle, se réveilla en sursaut, le visage un instant chiffonné par la perplexité. Guidée par son seul instinct, Léa se pencha vers lui. « Tout va bien » murmura-t-elle. Le nourrisson tendit aussitôt son minuscule bras sans la moindre hésitation, agrippant l'index de sa mère avec force. La salle se figea. La juge observa la scène avec une acuité particulière. Pas de mise en scène larmoyante, pas de grande tirade, juste l'évidence d'un instinct viscéral. Mathis contemplait ce tableau silencieux, une lueur indéchiffrable traversant furtivement son regard. Il s'était armé d'argumentaires savants sur la transmission d'un héritage, sur le prestige d'un nom, sur la nécessité absolue d'une continuité financière. Mais rien ne l'avait préparé à affronter cela. La juge ferma le dossier devant elle. La garde physique principale demeurera acquise à la mère, prononça-t-elle d'un ton définitif. Monsieur de Valois bénéficiera de droits de visite strictement encadrés. La décision n'eut rien de spectaculaire. Elle ne déclencha aucun esclandre. Elle fut simplement irrévocable. Et pour la première fois depuis l'épreuve de la chambre d'hôpital, le pouvoir d'influence s'inclinait devant la seule chose qui comptait vraiment, la présence. La réunion de crise du conseil d'administration fut convoquée pour 8 heures précises. Aucun représentant de la presse n'avait été convié, aucune retransmission en direct prévue. Uniquement 12 membres décisionnaires, réunis autour de l'immense table de verre au sommet de la tour de Valois FinTech, dominant l'horizon de la défense. Mathis arriva le premier, tenant un épais dossier de cuir dont il n'avait plus eu l'utilité depuis des lustres. Pour la toute première fois depuis le lancement triomphal de l'introduction en bourse, les couloirs lui semblèrent glaciaux. Les collaborateurs esquivaient son regard. Les murmures s'éteignaient sur son passage. Il s'efforçait de se persuader que ce n'était qu'une mauvaise passe. Les cours de la bourse finissent toujours par rebondir. Les scandales de la presse sont chassés par d'autres. Mais l'émotion de défiance, elle, laisse des cicatrices indélébiles. Léa ne fit pas le déplacement en personne. Elle n'en avait nullement besoin. Son visage apparut sur l'écran mural à 8h02 très précisément, la connexion établie depuis le sanctuaire de la salle du conseil de Saint-Clair. Bernard de Saint-Gilles siégeait à sa droite, mutique mais aux aguets. Mathis soutint son regard par écran interposé. « Ouvrons la séance », décréta d'un ton ferme le directeur indépendant principal. L'ordre du jour tenait en 3 points cruciaux, examen des agissements de la direction lors de la préparation de l'introduction en bourse, évaluation de l'exposition aux risques réputationnels, et enfin, vote de confiance à l'encontre de la direction actuelle. Mathis fut le premier à prendre la parole. « J'ai bâti cet empire en partant de rien », déclara-t-il d'une voix maîtrisée. Des remous médiatiques passagers ne sauraient oblitérer des années de performances exceptionnelles. Une membre du conseil s'éclaircit la gorge avec circonspection. Il ne s'agit plus de simples remous médiatiques, souligna-t-elle avec prudence.
Il est question de l'intégrité même de notre gouvernance. Un autre ajouta, ce courriel a mis en lumière des intentions tactiques en contradiction totale avec l'éthique que nous revendiquons. La mâchoire de Matisse se serra à l'extrême. Vous accordez une importance démesurée à quelques formulations malheureuses. Léa intervint enfin. Sa voix était calme, dépouillée de toute animosité émotionnelle. Les formulations, monsieur, sont le reflet fidèle de vos priorités. Un lourd silence s'ensuivit. Le directeur indépendant dressa le bilan implacable de la situation. Volatilité du titre induite par des zones d'ombre inacceptables. Confiance des investisseurs lourdement entamée. Injonction de l'audit toujours sans réponse. L'heure du vote sonna. Voix après voix, 12 sentences tombèrent. 6 voix en faveur de la destitution, 2 abstentions, 4 oppositions. La majorité s'était exprimée sans appel. Matisse ressentit le coup de grâce avant même que les mots ne soient officiellement prononcés. Avec effet immédiat, déclara le directeur, Monsieur de Valois est démis de ses fonctions de président-directeur général, dans l'attente d'investigations complémentaires. La pièce resta figée. Aucun applaudissement, aucune marque de triomphe, seulement le poids accablant des conséquences. Nathalie s'était déjà désolidarisée publiquement 48 heures auparavant. Jacqueline brillait par son absence, ayant préféré fuir l'humiliation de cette déroute. Matisse fixa l'écran une dernière fois. Léa ne souriait pas. Elle ne jubilait pas. Elle se contenta d'acquiescer d'un simple et unique mouvement de tête. Il avait cru pouvoir l'effacer de son existence. À la place, c'était elle qui venait de le rayer des effectifs de sa propre entreprise. Le Ritz de la place Vendôme scintillait sous ses lustres de cristal avec l'éclat immuable qui le caractérisait, imperméable au scandale, royalement indifférent aux gros titres. Le grand gala annuel consacré à l'éducation financière des plus jeunes n'avait subi aucune annulation. Au sein de l'élite parisienne, les effondrements personnels n'enraient jamais la grande roue des mondanités. Léa s'extirpa d'une berline noire au crépuscule. Le vent mordant de l'hiver s'engouffra sous les arcades, mais elle n'en frissonna pas. Elle était parée d'une robe Dior d'un bleu nuit insondable, à la fois structurée, d'une élégance absolue et profondément sobre. Ni parure de diamants tapageuses, ni fioritures ostentatoires. Le véritable pouvoir se passe d'ornements superflus. Christophe Beaumont emboîta son pas dans un smoking taillé sur mesure, lui offrant son bras non pas comme un faire-valoir de vitrine, mais comme l'ancrage d'une présence indéfectible. Sous les ors de la salle de bal, le vieux capitalisme bruissait d'apartés feutrés. Banquier d'affaires, fondateur de fonds spéculatifs, mécène de renom, l'écosystème même sur lequel Matisse régnait jadis en maître absolu. Ce soir-là, l'atmosphère de la salle vacilla imperceptiblement lors de l'entrée de Léa. Pas de clameur, mais un changement de fréquence indéniable. Bernard de Saint-Gilles l'attendait déjà près de l'estrade, conversant à voix basse avec 2 administrateurs. À mesure que Léa fendait la foule, les conversations tombaient. « Elle est là », murmura une voix. « C'est l'héritière de Sinclair », souffla une autre. À l'autre extrémité de la salle, Matisse stationnait près du bar, relégué au simple titre de « fondateur », la mention de « PDG » lui ayant été brutalement confisquée. La nuance était de taille. Il portait un costume sombre, mais son aura semblait s'être ternie. Nathalie avait déserté la soirée. Jacqueline, quant à elle, s'était recluse hors de la vie publique jusqu'à nouvel ordre. Léa ne chercha pas à l'éviter. Elle ne fit pas non plus le moindre effort pour s'approcher de lui. Au lieu de cela, elle se dirigea d'un pas assuré vers le pupitre lorsque l'on prononça son nom. « Mesdames et messieurs », annonça l'hôte avec une déférence calculée. « Veuillez accueillir ce soir Léa de Sinclair, présidente exécutive du groupe de Sinclair. » Un temps d'arrêt, suivi d'une salve d'applaudissements. Pas une ovation hystérique. Des applaudissements marqués par le respect, pesés au trébuchet. Léa s'empara du microphone avec une sérénité déconcertante. « J'ai donné naissance à mon fils il y a de cela 6 semaines, amorça-t-elle. Et il est en droit d'évoluer dans un monde où l'éducation financière repose sur le socle de l'intégrité, et non sur les sables mouvants de la manipulation. » Un silence de cathédrale s'abattit sur l'auditoire. Dès cette année,
le groupe de Sinclair déploiera un fonds de dotation destiné à soutenir financièrement les parents isolés confrontés à des contentieux juridico-financiers coercitifs. Ce n'était pas l'expression d'une vengeance mesquine. C'était l'érection d'une forteresse. Matisse observait son discours, fasciné par cette femme stoïque, maîtresse d'elle-même, devenue intouchable. Il s'était évertué à la réduire à l'état de femme instable. Désormais, elle se tenait sous les ors de la République, magnifiée par l'aura de son héritage et la justesse de son combat. Paris l'observait avec la plus grande attention, et pour la première fois de l'histoire, le patronyme des Valois s'effaçait des journaux pour lui céder la place. Elle incarnait désormais l'événement. Le gala avait fermé ses portes, mais Paris ne plonge jamais vraiment dans le silence absolu. Sur la place Vendôme, les berlines noires s'alignaient en rang serré, leurs moteurs ronronnant discrètement dans l'air glacial. Les invités s'éclipsaient par petits groupes distingués, leurs échanges à voix feutrée mais chargés d'électricité. Léa descendit avec précaution les marches de pierre du palace. Christophe la suivait à quelques mètres de distance, respectant son espace vital sans la livrer à elle-même. Léa. Elle reconnut le timbre de la voix avant même d'avoir amorcé le moindre mouvement. Matisse se tenait sur le bord du trottoir, les mains enfouies dans les poches de son manteau. Plus de courtiens, plus de photographes à sa botte. Seulement lui. Les lumières de la ville vacillaient faiblement dans son regard, mais l'arrogance tranchante qui le caractérisait jadis avait totalement disparu. Pouvons-nous échanger quelques mots, sans qu'il? Christophe interrogea Léa du regard. Je vous attends un peu plus loin, lui glissa-t-il avec douceur, se retirant de quelques pas tout en restant stratégiquement en vue. Léa fit entièrement face à Matisse. Vous avez 5 minutes. Il opina du chef d'un mouvement sec. J'ai commis des erreurs, commença-t-il, dépourvu de tout instinct de défense, sans la moindre once de préméditation, l'air profondément las. Je croyais œuvrer pour la pérennité de ma croissance. J'étais persuadé de bâtir un édifice nécessitant des sacrifices impitoyables. Vous qualifiez cela de stratégique, répliqua-t-elle avec une froideur immuable. Sa mâchoire se contracta légèrement. Je n'aurais jamais cru que vous engageriez la bataille. Je n'ai engagé aucune bataille, rectifia-t-elle avec la douceur d'une lame. J'ai simplement répondu à l'offensive. La nuance demeura suspendue dans l'air nocturne. Matisse laissa échapper un lent soupir. Le Conseil a voté ma destitution ce matin. De façon irrévocable. Je sais pertinemment que vous avez orchestré cette cabale. Absolument pas, corrigea-t-elle d'un ton serein. Votre propre courriel s'en est chargé. Le silence regagna du terrain. Les véhicules luxueux glissaient sur les pavés. Le hurlement lointain d'une sirène se répercuta quelque part vers la rue de Rivoli. Je vous ai cruellement sous-estimé, concéda-t-il enfin. Léa l'observa un bref instant. Nulle animosité, nul triomphalisme. Uniquement une lucidité glaciale. Vous ne m'avez pas sous-estimé, murmura-t-elle. Vous avez commis l'erreur d'ignorer ma véritable valeur. Il baissa furtivement les yeux vers le bitume. Je n'ai jamais voulu que nous en arrivions à une guerre ouverte. Ce n'était pas une guerre, asséna-t-elle. C'était la loi des conséquences. Matisse scruta son visage en quête d'une émotion familière. Un éclat de fureur, une fêlure de tendresse, une once de remords. Il n'y découvrit rien de tel, que va-t-il se passer dorénavant, finit-il par demander. Vous allez devoir tout reconstruire, déclara-t-elle tout uniment. Mais cette fois-ci, sans artifice ni manipulation. Et pour nous? L'expression de Léa demeura de marbre. Il n'y a plus de nous. Il ne reste que notre fils. Elle pivota sur ses talons en direction de Christophe, qui s'avança à sa rencontre sans perdre une seconde. Matisse resta pétrifié sur le trottoir tandis que la lourde portière de la berline claquait. Pour la toute première fois de son existence, il venait de saisir une vérité que tout l'or du monde ne pourrait jamais altérer. Il est des banqueroutes qui ne dépendent pas des caprices des marchés boursiers, mais qui trouvent leur origine dans la vacuité de notre propre moralité. 6 mois plus tard, la capitale avait tourné la page. La bourse de Paris s'était redressée. Les journalistes avaient trouvé de nouvelles proies. De nouveaux scandales faisaient oublier les anciens,
mais le groupe de Sinclair n'avait concédé aucun terrain. Sous la houlette inflexible de Léa, le conglomérat annonça une vaste campagne d'expansion stratégique dédiée au contrôle de la conformité éthique dans le secteur des technologies financières. Ils rachetèrent discrètement les actifs en déshérence qui orbitaient jadis autour de Valois FinTech. Il ne s'agissait pas de représailles, mais d'un minutieux rééquilibrage. Son bureau, perché dans le 8e arrondissement, demeurait à son image, dénué de toute ostentation. Pas de plaque de cuivre surdimensionnée, pas d'écran géant vantant ses mérites médiatiques, seulement de vertigineuses cloisons de verre s'ouvrant sur l'effervescence inlassable de la ville. Son fils avait désormais le rire facile. Il avait hérité de l'éclat de ses yeux. Léa le calait affectueusement sur sa hanche, un après-midi, tout en disséquant les prévisions trimestrielles sur son ordinateur. La courbe affichait une croissance soutenue. Une progression raisonnée, un ancrage durable. Bernard pénétra dans la pièce, un fin dossier à la main. Les ultimes formalités d'acquisition, annonça-t-il. Le reliquat des droits de vote des de Valois a été redistribué avec succès. Le conseil est enfin apaisé. Léa acquiesça brièvement. Matisse ne s'était pas totalement volatilisé. Il conservait un mince portefeuille d'actions minoritaires, bien qu'il ait été purement et simplement dépouillé de toute autorité décisionnelle. Ses apparitions publiques se faisaient rares, occupé qu'il était à rebâtir son réseau dans l'ombre. L'agenda mondain de Jacqueline s'était considérablement clairsemé. Nathalie s'était empressée de nouer de nouvelles alliances plus prometteuses ailleurs. Le couperet était tombé sans provoquer de fracas inutile. Ce soir-là, Léa s'échappa de l'agitation parisienne. Elle se trouvait au cœur d'un somptueux domaine viticole en Provence, son nouveau refuge après les longues semaines passées dans l'appartement de l'île Saint-Louis. Le soleil couchant baignait les vignes d'une lumière dorée, et l'air embaumait la lavande et la terre chaude. Elle se promenait lentement sur les sentiers de gravier blanc en compagnie de Christophe, poussant le landau à l'ombre des vieux oliviers. Le monde lui semblait radicalement différent à présent. Il n'était plus hostile, il n'était plus écrasant, il avait recouvré son point d'équilibre. Christophe posa sur elle un regard empreint de tendresse. « Vous ne l'avez pas anéanti. »« Non, » répondit-elle paisiblement. Il s'en est très bien chargé tout seul. Ils poursuivirent leur marche dans un silence apaisant durant quelques instants. « Je ne vous ai jamais exprimé ma gratitude, » confessa-t-il doucement. « Pour avoir financé mes études de droit. » Léa esquissa un léger sourire. « Vous avez largement honoré cette dette. » Il interrompit sa marche. Pas dans son intégralité. Elle leva les yeux vers lui. Christophe n'était pas un adepte de la tragédie. Il rejetait toute forme de grandiloquence théâtrale. Mais sa solidité, elle, n'avait jamais connu la moindre faille. « Je ne désire pas avancer à vos côtés en raison de la puissance de votre empire, » déclara-t-il avec un calme désarmant. « Je désire être à vos côtés parce que vous êtes une femme guidée par des principes inébranlables. » Les mots étaient dénués de tout artifice. Empreints de vérité absolue. Léa ressentit une émotion inédite, mais qu'elle accueillit avec soulagement. Plus de précipitation vertigineuse. Plus de pression asphyxiante. Seulement la paix. À l'horizon, le ciel s'embrasait au-dessus des coteaux provençaux. Les tours de la Défense, autrefois symbole de tyrannie, n'étaient plus qu'un lointain mirage qu'elle avait fini par dompter. Elle n'avait pas seulement remporté une guerre civile de salon. Elle s'était réapproprié sa propre existence. Et cette fois-ci, elle choisissait l'alliance. Non par pur calcul stratégique, mais par respect mutuel profond. Une année supplémentaire s'écoula. Le paysage viticole s'étendait à perte de vue, mais tout le reste avait profondément muté. Léa se tenait dans le bureau de son domaine en Provence, son fils accroché à son épaule tandis que la lumière incandescente de la fin d'après-midi inondait la pièce. Paris continuait sa course folle bien loin de là, les taxis jaunes remplacés par le chant des cigales, mais l'empire de Sinclair, lui, n'avait jamais été aussi puissant. Le groupe venait de publier son bilan annuel. Des rendements exceptionnels et aucune infraction aux règles de gouvernance à déplorer, tout en élargissant son portefeuille d'investissements de surveillance.
La toute nouvelle fondation de Sinclair pour la défense de l'éthique familiale avait d'ores et déjà alloué des fonds d'assistance juridique à des dizaines de parents aux prises avec des procédures d'extorsion corporatiste. Dans l'ombre, avec une efficacité redoutable, il ne s'agissait pas de punir, mais de restaurer l'équité. Son assistante entra à pas feutrés. « Votre rendez-vous de 16 heures est arrivé. » Léa fit un signe affirmatif de la tête. Mathis fit son apparition quelques instants plus tard. Il avait changé. Il ne portait pas les stigmates de la déroute, mais ceux d'une profonde humilité. Ses vêtements étaient d'une sobriété étudiée. Disparut la Rolex tapageuse, envolée la cour de Flagorner. Il ne tenait à la main qu'une modeste chemise cartonnée. Leur fils, qui marchait désormais avec une assurance précaire, se précipita vers lui sans manifester l'ombre d'une hésitation. Mathis plia le genou instantanément pour l'accueillir. « Bonjour bonhomme », murmura-t-il d'une voix dépourvue de toute cuirasse. Il n'y avait là ni objectif de caméra, ni assemblée générale prête à voter, ni positionnement purement spéculatif, simplement un père faisant l'apprentissage de la patience. Léa scrutait la scène avec une attention soutenue. Elle ne l'avait pas banni de la vie de leur enfant, mais elle avait tracé des frontières infranchissables, et ses limites même avaient permis l'édification de relations infiniment plus saines. Mathis se releva sans précipitation. « J'ai finalisé l'acte notarié pour le fonds éducatif, annonça-t-il. L'intégralité du capital a été sécurisée à son nom. » Léa s'autorisa un seul hochement de tête. « Je vous en remercie. » Le silence s'établit. Il n'était ni lourd, ni encombrant. Il était tout simplement empreint de maturité. Je me suis lourdement trompé sur ce qui avait véritablement de l'importance, lâcha Mathis dans un souffle. Je le sais, lui accorda TL. Dehors, par-delà la baie vitrée, la campagne provençale ruisselait d'or. Christophe ne tarda pas à les rejoindre, les bras chargés de boîtes d'une excellente épicerie italienne du coin qu'ils affectionnaient tous les deux. Aucune mise en scène fracassante, pas de bague sertie de diamants dégainés sous les dorures d'un palace, simplement la certitude d'une présence fidèle. Léa contempla son fils, puis les vignes immenses qui s'étendaient derrière lui. Ses ennemis s'étaient ligués pour la ravaler au rang d'hystérique. Ils avaient espéré la museler sous une avalanche de paperasse. En réponse, elle avait bâti des fondations inébranlables. Elle avait érigé la probité en système. Elle avait façonné un avenir où son héritier pourrait porter ses deux noms, de Sinclair et de Valois, sans jamais avoir à baisser les yeux. Car le véritable héritage ne se résume pas à l'écrasement de ses adversaires. L'héritage, c'est ce qui subsiste de nous une fois que la fierté a mordu la poussière. Et le sien avait bravé tous les ouragans. Et c'est ainsi que se referme le livre de notre récit. Si vous avez marché à nos côtés jusqu'à cet instant précis, véritablement à nos côtés, alors il est fort probable que les épreuves de cette histoire aient fait vibrer une corde sensible en vous. L'enjeu n'était peut-être pas l'accumulation des richesses. Ce n'était ni la moiteur des conseils d'administration ni le tapage de la presse. C'était sans doute l'invincible résilience d'une femme qui a refusé catégoriquement de laisser l'opprobre tracer le sillage de sa destinée. Accordons-nous un instant pour observer cela à travers un prisme plus philosophique. Léa n'a pas triomphé grâce au poids de sa fortune. Elle a triomphé car elle a érigé la dignité en rempart face à la bassesse, la rigueur face au désordre, et l'abnégation face à la tyrannie de l'ego. C'est un enseignement que chacun d'entre nous devrait cultiver dans sa propre existence. Les philosophes stoïciens soutenaient que nous n'avons aucune prise sur les événements qui nous assaillent, mais que nous sommes les maîtres absolus de nos réactions. L'empereur Marc Aurèle l'a formulé avec sagesse, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. C'est l'essence même de ce qu'elle a accompli. Elle n'a pas réagi avec ses passions. Elle a répondu avec sa raison. Il arrivera que le monde vous juge mal. Qu'il confonde votre silence avec de la soumission. Mais la probité, la persévérance et la maîtrise de soi sont des piliers de pouvoir qui ne s'effritent pas au gré des tempêtes passagères. Et lorsque vous érigez votre vie sur le roc de la vertu plutôt que sur le sable de l'orgueil, l'édifice que vous bâtissez défie l'épreuve du temps. Si ce récit a fait écho en vous, si vous vous êtes senti écouté, compris, ou ne serait-ce qu'un tant soit peu inspiré, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager,
et à vous abonner. Restez à nos côtés. De nombreuses autres histoires n'attendent que vous. Ce récit est une œuvre de fiction conçue à des fins de narration émotionnelle et de divertissement. Bien qu'il explore des thématiques ancrées dans la réalité, telles que le divorce, la gouvernance des entreprises, les querelles liées à la garde d'enfants et les jeux de pouvoir au sein de la haute finance, l'ensemble des protagonistes, des conglomérats et des rebondissements dépeints est le fruit d'une pure invention. Toute similarité avec des individus réels, des sociétés existantes ou des affaires judiciaires véritables relèverait de la coïncidence fortuite. Les montages financiers, les arguties juridiques et les rouages corporatistes exposés ont été vulgarisés afin d'en fluidifier la lecture et d'en exacerber la tension dramatique. Le présent contenu n'a nullement vocation à se substituer à une consultation juridique, financière ou d'investissement en bonne et due forme, ni à brosser le portrait de véritables entités du monde des affaires ou de situations authentiques. La raison d'être de cette histoire est d'analyser la résilience, la droiture, le sens des responsabilités et l'élévation personnelle dans un cadre théâtralisé. Les lecteurs sont encouragés à aborder ce texte comme une fresque littéraire destinée à nourrir la réflexion, et non comme un rapport factuel ou un documentaire exposant les rouages du monde des affaires ou des prétoires contemporains.